Salam alaikum, Azul Filan, bonjour à tous et à toutes. Dans cet enregistrement, on va traiter très précisément le thème du financement de l'économie. Pour ce faire, on va traiter dans un premier point les généralités autour de ce thème, c'est-à-dire donc des définitions de base, mais également des modalités de financement. Et on va finir ce premier point par traiter les fonctions du système financier. Puis on va se passer par la suite à l'analyse de l'efficacité du système de financement. Et on va finir bien évidemment par la typologie des systèmes de financement. Dans cette cette première vidéo, et on va revenir, Inch'Allah, dans les vidéos suivantes pour traiter la suite de cette thématique. Allah barakatillah, sans plus tarder. Alors, donc, la première des choses à laquelle on va s'intéresser pour comprendre ce thème du financement, c'est d'abord apprendre comme il faut un certain nombre de concepts de base. On va commencer par le concept de financement. Enfin, ça veut dire quoi? Le financement de l'économie, tout court, c'est l'ensemble des modalités, des manières par lesquelles les agences économiques se procurent les fonds nécessaires à la réalisation de leurs activités. Les agences économiques, que ce soit euh, les, les- les producteurs, c'est-à-dire généralement les sociétés non financières, ou bien les ménages comme étant des consommateurs également qui se livrent à des activités de consommation qui nécessitent des moyens pour consommer. Donc, grosso modo, le financement de l'économie, c'est cet ensemble des modalités qui permet aux différents agences économiques d'avoir les fonds ou bien l'argent nécessaire pour qu'ils réalisent leurs activités dans des bonnes conditions. Tout ça, normalement, se réalise dans un système qu'on appelle le système de financement. Ça veut dire quoi? Et enfin, le système de financement signifie l'ensemble des institutions qui ont pour objet de mettre en relation les besoins de financement des uns et les capacités de financement des autres. Autrement, c'est toutes les institutions qui interviennent pour assurer la relation entre les épargnants et les investisseurs. Les épargnants, ce sont généralement des agents à capacité de financement et les investisseurs sont globalement les agents à besoin de financement. Donc, un système de financement, c'est l'ensemble des éléments ou bien des institutions qui assurent cette rencontre entre ceux qui ont besoin en financement et ceux qui ont la capacité de financer. On peut reprendre également une définition de David Dudge, le gouverneur de la Banque du Canada, qui a bien expliqué ce système de financement en insistant sur le fait que un système de financement fait référence aux institutions, d'abord, au marché, mais aussi à l'infrastructure, aux lois et aux règlements qui les régissent et qui soutiennent leurs opérations, ainsi qu'également au cadre macroéconomique dans lequel ils évoluent. C'est-à-dire, donc, on fait référence généralement dans le traitement du système de financement à toutes les institutions, également au marché, soit le marché bancaire, soit le marché des capitaux, mais aussi à l'infrastructure, les lois, les textes de loi, les règlements qui régissent et qui soutiennent les opérations, bien évidemment, les opérations opérer au niveau de ce système financier. Alors, donc, il regroupe ainsi le marché des capitaux, composé théoriquement et classiquement entre le marché financier, c'est-à-dire le marché des capitaux à moyen et à long terme, et le marché des capitaux à court terme, c'est-à-dire donc le marché monétaire, mais également les institutions financières bancaires et non bancaires, par exemple les sociétés de financement ou bien les sociétés de la microfinance. Toutes, euh, toutes ces institutions assurent la collecte des ressources, mais également la distribution des crédits à l'économie. Alors maintenant, quelles sont les différentes modalités de financement qu'on peut distinguer
théoriquement, au niveau de l'économie, de n'importe quelle économie, généralement, on distingue entre deux grands types de financement. Soit que le financement se fait par les crédits, c'est-à-dire par l'épargne disponible, mais également l'épargne future. C'est comme ça, donc, on peut, dans cette optique, on peut financer une activité économique au-delà des capacités de l'épargne actuelle. Euh, Très précisément, tout ça entre dans le cadre de l'approche keynésienne, qui considère d'abord la monnaie comme étant active, c'est-à-dire la monnaie n'est pas neutre. Toute action sur la masse monétaire peut permettre d'influencer l'économie réelle, la production, la consommation, l'investissement. Au-delà, c'est-à-dire donc les agences économiques peuvent ainsi investir au-delà de la capacité d'épargne disponible. Ici donc la banque est au cœur de l'économie keynésienne. Il faut une banque pour qu'elle octroie des crédits au-delà de la capacité de l'épargne, c'est-à-dire avec une création bien évidemment monétaire. Et ça, on parle ici donc d'un financement monétaire et d'un financement qui risque de créer donc de l'inflation. Cependant, il existe d'autres approches. C'est l'approche qui considère tout financement doit être fait par l'épargne, c'est-à-dire spécialement l'épargne disponible à un moment donné au niveau de l'économie. Ça, c'est généralement l'approche libérale, mais ça suppose d'abord donc une disponibilité à l'échelle nationale. C'est de l'approche classique, c'est-à-dire ici donc plusieurs hypothèses sont faites. D'abord, l'hypothèse de la monnaie neutre, c'est-à-dire donc l'action de la création de la masse monétaire ne peut pas financer l'économie réelle. Également, il y a une immobilité des capitaux à l'international, c'est-à-dire donc au moment des classiques, donc il n'y avait pas la globalisation financière qu'il existe de la même manière qu'il existe aujourd'hui, c'est-à-dire la circulation des capitaux n'est pas possible à l'époque, il n'est pas, j'allais dire, donc fréquente de la même manière, également facile de la même manière qu'aujourd'hui. Donc, on reprend généralement l'adage de l'ex-chancelier allemand Schmidt, qui a conseillé de laisser les riches s'enrichir, car ce sont eux qui épargnent et par là investissent et créent de la richesse. C'est-à-dire, donc, les riches sont les, les- les seuls agents qui peuvent, bien évidemment, donc assurer le financement dans le cadre de cette approche. Pourquoi? Parce qu'on se base généralement sur ce qui est disponible, l'épargne qui existe aujourd'hui. Et ce sont les riches qui ont la proportion marginale à épargner la plus élevée dans l'économie. Maintenant, à l'échelle internationale, on peut bien évidemment donc appliquer des stratégies de substituabilité. Si jamais l'épargne nationale n'est pas suffisante, on peut substituer donc cette rareté, ce manque d'épargne nationale par une épargne étrangère. C'est généralement dans le cadre de ce qu'on appelle aujourd'hui les investissements directs étrangers. Alors, défaut d'épargne locale se remplace par l'épargne étrangère. Par l'épargne étrangère, voilà, donc comme ça, donc on finance généralement toujours de l'économie et comme ça, donc la globalisation financière dans ce cadre-là joue un rôle essentiel dans l'allocation optimale des ressources, c'est-à-dire l'épargne, par exemple, des Chinois peuvent être utilisées pour financer, par exemple, l'investissement au niveau de l'Afrique, l'investissement au niveau la consommation au niveau de l'Amérique et bien évidemment et d'autres. Même chose pour l'épargne des pieds de golf. On financé un certain temps donc l'économie européenne, les investissements et tout, mais également la même chose pour l'économie, j'allais dire, donc l'économie américaine. Maintenant, quelles sont les principales fonctions d'un système financier? Deux principaux rôles sont joués par le système financier. D'abord, l'allocation des ressources, c'est-à-dire le financement de l'économie. Un système financier, comme son nom l'indique, n'a de sens que s'il joue ce rôle-là, le financement de l'économie, c'est-à-dire de
de donner les ressources, les fonds nécessaires aux agences économiques pour qu'ils réalisent leurs activités, soit d'investissement, de production, de consommation. Mais également, elle a un rôle essentiel dans la surveillance des marchés, surtout des marchés des capitaux. Mais également, pourquoi également le marché bancaire. Maintenant, comment peut-on mesurer l'efficacité d'un système financier? Comment? Sur quelle base? Ou bien quels sont les critères à retenir pour dire que le système financier d'un pays donc est efficace alors que celui d'un autre n'est pas inefficace ou bien n'est pas efficace. Donc on distingue entre environ 5 critères pour apprécier l'efficacité d'un système financier qui sont regroupés dans 2 grands blocs. Donc d'abord, le premier bloc, ça concerne le bloc de l'efficience technique, dont on distingue entre 2 critères ou bien 2 variables, et l'équité du système également euh, qui, se, qui, se, qui se mesure à travers donc 3 variables. Commençons par l'efficience technique. L'efficience technique d'abord, donc un système financier donc, est efficient techniquement lorsque il exécute donc les transactions, par exemple les contrats de crédit, donc rapidement. Plus donc l'exécution est rapide, plus on parle d'une efficience technique de ce système. Par conséquent, on parle d'un système efficace. Deuxième élément, au niveau de le degré de marge devenu acceptable dans le système. Donc également, lorsque la marge des acteurs, donc la marge en termes bien évidemment de profit, en termes de bénéfices. Si la marge est raisonnable, également on peut parler d'un système financier parce qu'il permet également donc d'avoir des contrats gagnants-gagnants pour les deux parties, pour les prêteurs, mais également pour les emprunteurs. Alors, donc là, ce sont 2 éléments qui déterminent l'efficience technique. Maintenant, pour l'équité, la première des choses pour qu'un système soit équitable, il faut une égalité entre les bénéficiaires, c'est-à-dire les bénéficiaires, par exemple, pour les bénéficiaires du financement d'investissement. Je parle ici des entreprises. Il ne faut pas faire une discrimination entre la grande entreprise et la trop petite entreprise ou bien les entreprises à taille intermédiaire. Donc, il faut traiter tout le monde de la même façon. Si par exemple on applique des intérêts, il faut que l'intérêt soit presque le même en fonction de la maturité de le crédit, en fonction, c'est jamais, donc également en fonction du secteur. Deuxième élément, c'est la liberté. Deuxième élément, c'est la liberté d'accès. Un système financier est équitable lorsque il permet bien évidemment donc l'accès pour tout le monde. Toutes les entreprises, par exemple, peuvent accéder au marché financier, par exemple, et se financer à travers. Donc, il ne faut pas faire des barrières donc à l'entrée pour exclure donc certains agents donc de ce système de se financer ou bien de bénéficier de financement ou bien de financement bien évidemment donc offert par ce système. Et on va finir par la capacité de la sélection, c'est-à-dire donc un système étiquetable s'il arrive donc à isoler donc les défaillants, c'est-à-dire donc les projets par exemple défaillants, les clients défaillants, s'il arrive donc à faire ces distinctions, donc on peut parler donc d'un système équitable. Je reprends ici donc la définition de David Dodge, le gouverneur de la Banque du Canada de l'efficience. Pour lui, en termes économiques, un système est efficient, regardez, lorsqu'il contribue à ce que des ressources économiques mais également limitées, nous sommes dans l'économie, donc les ressources sont toujours rares, soient employées aux fins les plus productives possibles et ce, au moindre coût. Donc l'efficience, ça suppose normalement de canaliser les ressources vers des projets, vers des investissements, vers des activités qui sont productives et également avec un moindre coût pour que également le coût de financement soit faible, soit raisonnable. D'accord? Donc comme ça, on définit donc l'efficience de cette manière au sens de David Dodge. Voilà donc c'est pour l'efficacité. Maintenant,
quelles sont les différentes typologies de système de financier, ou bien les différents types de système financier qu'on peut distinguer. Donc, il existe plusieurs approches. On va retenir ici donc deux approches essentielles. Donc, la première approche, c'est l'approche institutionnelle, c'est-à-dire en fonction des institutions qui interviennent dans le financement, on peut distinguer, on va voir donc entre deux types. C'est la théorie de Gurley et Shaw basée sur l'institution. Sinon, le contrat. Sinon, l'approche contractuelle, ça, c'est une approche qui se base sur quoi? Sur le type de contrat conclu entre les parties, les ayant besoin de financement et les ayant la capacité. En fonction de ça, donc on peut distinguer également entre deux types de financement. C'est la théorie de X en 1970, mais également reprise par Gurley et Shaw. Donc pour le premier critère, on distingue entre la finance directe et la finance indirecte. Et c'est là, c'est la typologie qu'on va retenir donc par la suite, dans la suite généralement de ce thème, en distinguant entre la finance directe et la finance indirecte, mais surtout les sous-bassements théoriques qui mettent en valeur donc chaque type. Et dans la deuxième approche, on distingue entre l'économie d'endettement et l'économie et le financement de marché, c'est-à-dire le financement à travers les marchés financiers. Donc voilà généralement pour cette première partie, cette première vidéo. Donc dans la vidéo suivante, on va s'intéresser, Inch'Allah, au financement indirect de l'économie par les établissements de crédit, c'est-à-dire l'économie d'endettement, et surtout donc on va essayer de traiter donc les fondements théoriques de ce financement, bien de cette finance. Spécialement, donc on va traiter donc l'approche, les arguments macro et les arguments micro, qui bien évidemment qui défendent, j'allais dire, donc ce type de financement. Ainsi, cette vidéo prend fin. Dans la vidéo prochaine, Inch'Allah, on va traiter, donc, comme vous le voyez, on va traiter le financement indirect. Merci pour votre attention.